Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous ne vouliez pas être journaliste et pourtant vous l'êtes devenu. Un avenir sur lequel vous vous êtes posé bien des questions avant de donner la réponse à beaucoup d'autres. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Jacques Pessis. Alors on vous retrouve avec ces Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre chez Kero. C'est un spécialiste des pourquoi. Mais vous avez aussi un parcours, notamment télévisuel, qui est quand même assez étonnant. Et le principe des clés d'une vie, c'est de le raconter à travers des dates clés. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 15 novembre 1985, vos débuts dans la presse avec celui-ci. On bascule du jour au lendemain dans une autre société, c'est-à-dire... Jean-François Bizot. Ouais, j'ai reconnu sa voix. Ouais. Dans le numéro 72 d'Actuel que j'ai retrouvé, journal nouveau et intéressant, il y a un article « Le sida, comment je vis ». Ah, incroyable, comment vous avez retrouvé ça? Ah, dans les archives, c'est une couverture marron. Bien sûr, je me souviens très bien. Il n'y a pas de photo, non. Il y a juste des titres avec Gorbatchev est-il populaire en URSS et qu'est-ce qui empêche les ordinateurs de penser. Et au milieu, vous. Extraordinaire que vous ayez retrouvé ça, ça me fait tellement plaisir. Et vous savez quoi? C'est dingue que vous me parliez de ça, puisque hier ou avant-hier, je me disais qu'il me manquait certains numéros d'Actuel. Oui. Et je lance un appel, j'ai tous les numéros à partir du dos carré, et les tout premiers où j'ai fait des papiers, je les ai plus. Voilà, 72 exactement. Voilà. Alors, vous êtes le premier, Philippe Vandel, à parler des maladies du sida dans la presse. J'étais jeune journaliste à Actuel. Auparavant, j'étais le plus jeune mec de France Inter. J'étais pas à France Inter, je faisais des petites chroniques à France Inter quand j'avais 20 ans. Et ensuite, je travaillais avec Jacques Pradel, qui présentait l'émission Adrénaline le soir. Et vous savez comme moi que en radio, le prime time c'est inversé de la télé. Le soir, on a du temps pour parler, vous en savez quelque chose. Et le matin, il faut que tout soit rapide. Et Jacques Pradel est passé le matin. Et moi, je me suis dit, je vais pas rester, je vais pas aller dans l'émission du matin. C'était consommation, vie privée, éducation. Moi, j'étais un jeune chien foufou. Et je suis allé sur la petite radio que j'écoutais à l'époque, qui était Radio Nova, dirigée par Jean-François Bizot. Et là, il m'a proposé de faire des papiers. Et je veux dire ce qui m'a vraiment frappé, j'ai fait le premier papier où j'ai interviewé des malades du sida. Personne l'avait fait avant vous? Ben non, ça existait très très peu. On appelait ça le cancer gay. Et je me souviens de deux histoires. Ça me fait trop plaisir vous me parliez de ça. Deux histoires qui m'avaient frappé. Il y avait un type qui était allé à Strasbourg dans une banque. Il avait attrapé le bras de la dame derrière le guichet, la guichetière, la préposée. Et il avait dit, j'ai le sida. Si vous me donnez pas la caisse, je vous mords. Et il lui avait filé la caisse. Et le deuxième truc, on connaissait le nombre de malades, et ils étaient 472. Et je me suis dit, mais on ne fait jamais parler ces gens-là. Et donc Bizot m'a dit banco. Donc je suis allé à l'hôpital, et c'est une histoire terrible et tragique, parce que je me souviens, on appelait ça le cancer gay. On ne savait pas ce que c'était, on ne connaissait pas le terme séropositif. À l'époque, on disait porteur sain. C'est-à-dire qu'on était porteur de la maladie, mais elle n'avait pas encore décompensé. Il faut savoir que le sida n'est pas une maladie. Le sida, c'est une absence de défense immunitaire. Et sur les 3 personnes que j'avais interviewées, des longs entretiens, 2 sont morts avant même la sortie du magazine. Et je me souviens, il y en avait un, c'était complètement dingue. Il était tout content de me parler. Pendant les débuts, on lui passait la nourriture par une trappe dans un hôpital. C'est fou, mais à l'époque, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, on en parlait dans le milieu parisien, mais personne ne le savait. Et Lynn Renaud avait été la première à faire une soirée, parce qu'elle avait entendu parler de ça aux États-Unis par Liz Taylor. Elle avait organisé une soirée au Paradis Latin au profit de la recherche contre le sida. Mais on ne mesurait pas la maladie à l'époque. Pas du tout, on la voyait absolument pas venir, on savait pas d'où ça venait. Il y avait les 3 H, il y avait les Haïtiens, les héroïnomanes, et j'ai oublié le 3e, mais tout ça était complètement dingue. Alors, il se trouve que Actuel, c'est vos débuts à Paris, mais vous êtes né à Grenoble dans un milieu qui n'a rien à voir avec le monde du journalisme, Philippe Vandel. Ah, quand même un tout petit peu, parce que mes parents étaient profs. Oui, elle est drôle cette phrase que quand on dit mes parents étaient, on a l'impression qu'ils sont plus de ce monde. Ils sont plus profs parce qu'ils sont à la retraite, mais mon père était prof de maths et ma mère prof de lettres, et ça a beaucoup à voir avec le journalisme en fait. J'ai découvert ça, il y a beaucoup de fils de profs dans ce métier, parce que c'est, comment dire, vous apprenez à raconter des histoires. Mais j'ai eu aucun piston, je connaissais personne. Mais je veux dire, on est plus proche du journalisme que si on avait été plombier zingueur ou industriel à fabriquer des semelles de chaussures. Et Grenoble, d'ailleurs, il y a un lien entre le prof de lettres et le prof de maths, c'est-à-dire que Pierre-Gilles Degène,
est de l'université de Grenoble, il a eu le prix Nobel, et le Stendhal est né à Grenoble. Et Champollion. Bien sûr. Et Champollion, il y en a plein d'autres. Mais en fait, moi, à Grenoble, je veux dire, j'ai jamais vécu vraiment. C'est que mes parents étaient... Ma mère venait des Alpes de Haute-Provence, mon père du Jura, et c'est là où ils faisaient leurs études tous les deux. C'était plus la ville universitaire, voilà. Et d'ailleurs, entre les sciences et les lettres, Philippe Vandel, vous n'avez jamais vraiment choisi à l'époque. J'ai jamais voulu choisir parce que quand j'étais, je me rappelle très très bien, quand j'étais en première ou en terminale, je trouvais que les scientifiques manquaient de poésie et je trouvais que les littéraires manquaient de rigueur. Et quand je faisais des trucs dans Nulle part ailleurs, dont on va peut-être parler, où je faisais des micro-trottoirs, où je disais des choses absurdes, et en fait un jour j'ai réussi à résumer, je me suis dit, j'ai pitché ce que je faisais, et en fait je faisais des maths avec des mots. Alors, vos parents avaient une spécialité, c'est répondre à toutes les questions d'un jeu que vous écoutiez tous les jours, le jeu des 1000 francs. Et oui, comme beaucoup de gens. Et ce qui était dingue, c'est que la moitié des questions, mon père connaissait la réponse, et l'autre moitié, c'était ma mère. Alors, le jeu des 1000 francs, il a été créé par un pionnier de la radio qui s'appelait Henri Kubnik en 1958. Ça s'appelait à l'époque 100 000 francs par jour. Ça s'est ensuite appelé 1000 francs par jour, le jeu des 1000 francs. Et l'un des animateurs, c'était Albert Resner qui débutait avant achetant des têtes de bois. C'est pas vrai, ça je savais pas. Albert Resner, c'était le gars qui jouait de l'harmonica aussi. Oui. Moi je le connaissais comme le papa des yéyés un peu. Mais oui, non, il a été le premier à faire une émission de télévision ensuite qui était achetant des têtes de bois. Titre d'une chanson de Beko. Oui, mais là j'étais trop jeune. Moi je suis né en 62, donc je connaissais pas tout ça. Mais je savais que ça avait existé. Mais l'autre nom que vous avez cité, je crois que c'est la première fois que je l'entends depuis. Vous l'avez pas connu quand même. Henri Kubnik ? Oui. Si, bien sûr. Non, il est mort il y a possible. quelques années. Si, c'était un homme charmant qui a inventé beaucoup de choses à la radio. D'accord. Alors, il se trouve aussi qu'il y avait un jeu dans lequel vos parents excellaient, je crois, Philippe Vandel, c'est le Scrabble. Pas plus que ça. Mais ce que faisait mon père au Scrabble, c'est ma mère avait plus de vocabulaire, mais mon père, il savait tout le temps faire des coups fourrés. Il savait tout le temps faire un mot de 4 lettres, mais dans lequel il y a un Z et que tu poses à l'endroit qui fait des points. Voilà. Ça vous a appris à écrire, à lire ? Ça m'a appris des mots. Vous voulez que je vous raconte le mot que ça m'a appris ? Oui. Ça m'a appris le mot souk. Une fois, il me restait 4 lettres. Et j'ai fait SOU pour faire un sou. Et pour rigoler, j'ai mis le K à la fin. Et ma mère, elle m'a dit, ça existe. Voilà. Et je me souviens de ce jour-là où j'ai gagné au Scrabble avec le mot souk, dont j'ignorais l'existence. Alors, le Scrabble a été conçu par un architecte new-yorkais qui s'appelait Alfred Mosher Butz, qui a été au chômage pendant la crise de 29, qui a inventé ce jeu qu'il appelait le Lexico au départ, et il est parti pour les 100 lettres d'une première page du New York Times pour établir les lettres et les chiffres. Ah, pour savoir combien il fallait en mettre, Exactement. le nombre de points et les occurrences. Exactement. Mais c'est pas la même chose en français. Non, c'était la version américaine. Après, ça a changé. Alors, à l'époque, vous rêvez, Philippe Vandel, je crois, de devenir pilote de Formule 1. Alors, j'ai eu 2 rêves successifs. Putain, vous êtes bien informé, hein. On retire le putain. Mais vous êtes bien informé. Mon rêve, quand j'étais enfant, c'était d'être pilote de Formule 1. Mais c'est comme le rêve de tous les petits garçons, comme ils veulent être pompiers, voilà, ou des choses comme ça. Et puis un jour, je me suis rendu compte, c'était à l'époque, la F1, c'était très, 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 très dur. Si je vous dis Ronnie Peterson, Patrick Depailler ou De Angelis, tous sont morts. Oui. Et donc, je me rappelle très bien, je mettais les photos de pilotes, et d'une année sur l'autre, il y avait plein de morts. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me faisait rêver, c'était pas les pilotes, mais les voitures. Et donc, j'ai demandé ça à mes parents, et on m'a dit, mais comment, et mon père m'a dit, mais pour faire des voitures, pour dessiner les voitures, il faut être ingénieur. Et donc, je me suis dit, je vais faire des maths. J'avais la chance d'être pas mauvais en maths, et donc j'ai fait des maths. J'ai fait la seconde C, le bac C, un bac qui était difficile. Bac scientifique. Voilà, mais qui n'existe plus maintenant. On a baissé le niveau. Et j'ai fait ça. Voilà, vous avez aussi rêvé, Philippe Vandel, de devenir, je crois, joueur de football. Ah non. Non. J'aurais bien aimé, mais non. Alors, je vais vous dire, vous rêvez pas. Dans mon club, quand j'étais petit, le meilleur mec des minimes, il allait jouer avec les cadets de notre club, tellement qu'il jouait bien. Et quand lui-même a été cadet, il a fait un entraînement avec les cadets de l'OL. L'OL, c'est l'Olympique Lyonnais. Ce type, c'était un cador. Il est revenu, il n'a pas été retenu. Il me souviens toute ma vie ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, la première passe, j'ai cru que c'était un tir. C'est le niveau du football en France est tellement haut, vous savez tout de suite que vous n'avez strictement aucune chance. Alors, il se trouve aussi qu'il y a une chose particulière avec vous, Philippe Vandel, c'est que vous avez songé aussi à donner votre nom à une unité de mesure comme ampère. Ah non, pas du tout. C'est un de vos rêves. Non, c'est même pas un rêve, c'est un fantasme. Ah bon. Je trouve le truc le plus génial, c'est quand vous avez ampère, vous avez watt ou vous avez volta en Italie, et que le gars, ça devient une unité. Mais d'abord, on le sait pas. Puisqu'en général, c'est à la mort de la personne. Quand j'étais petit,
j'étais en terminale, et en terminale C, je me rappelle qu'il y avait un axiome qui était resté valable pendant des années, jusqu'à ce que Gauss, nous raconte notre prof de maths, trouve 2 contre-exemples en une semaine. Il laisse un petit blanc et dit il avait 15 ans. Voilà, et Gauss, c'est l'unité de mesure des aimants. Oui. Voilà, donc je peux vous dire que je suis incapable de donner mon unité de mesure, mon nom à quelconque unité de mesure. Je suis même pas été capable d'avoir mon nom sur un maillot de foot. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà avoir écrit dans ton dos Platini ou Zidane, c'est déjà énormissime. Même en remplaçant, c'est déjà énorme. Moi, j'ai pas connu ça. Il se trouve qu'il y a une erreur quand même historique. La ligne Maginot, par exemple. La ligne Maginot, André Maginot n'y est pour rien. Ah bon? Il était ministre de la guerre. Il est mort avant, et avant qu'on décide C'est cette pas ligne. vrai. Si, et elle a été décidée après sa mort, et on donnait son nom par erreur, alors il était contre la guerre et qu'il ne voulait pas cette ligne. Ah bah, on peut être contre la guerre et faire une ligne pour se défendre. Oui, mais là, il voulait pas. Il voulait même pas faire de ligne. Ah non, il voulait pas. Ah, c'est génial. Vous savez quoi? J'adore votre genre d'info parce que moi, j'ai commencé dans la presse écrite au Journal Actuel, et un des premiers papiers d'Actuel, c'était tout le temps déconstruire les idées reçues. Et je me rappelle très bien d'un article d'Actuel, j'y étais pas encore, qui s'appelait « Sandino n'était pas sandiniste ». Et il y a plein de sujets comme ça, où en fait, on croit que le gars l'était, mais en fait, il l'était pas du tout. Alors, votre formation, Philippe Vandel, c'est l'école Louis Lumière. Oui. Je crois qu'il y a 650 candidats et 18 places. Cette année-là, l'année où je l'ai faite, c'était ça. Et c'était que en son. Oui. C'était les 18 premiers, et c'était hyper difficile. Et comment vous êtes passé dans les 18 premiers? Ah, mais moi, à l'époque, j'étais une grosse tête. Maintenant, j'arrive plus, je saurais plus refaire ce que je savais faire en maths. Tous les gars, dans ma classe, à part moi, ils avaient soit un doc de maths, soit ils avaient fait maths sup ou maths sup, maths spé. Mais moi, j'avais le cerveau qui marchait en maths. Je me rappellerai toute ma vie, puisque l'épreuve, il y avait des épreuves techniques, il y avait une épreuve de lettres, il fallait analyser un film de Buzzati, un texte de Buzzati, je me souviens de ça encore, et il fallait faire une équation des ondes dans une trompette. Je peux vous dire que je serais incapable de la faire aujourd'hui. Je ne sais même pas comment je comprenais ça. Et puis, vous avez échappé au service militaire, grâce à une copine. Mais comment vous savez tout ça? Non, parce que j'avais un peu truandé. Oui, je m'étais fait faire des papiers de complaisance. Oui. Mais à l'époque, c'était assez facile. Bon. 20% des gens y échappaient. Oui, beaucoup. Et Paul Naref a fait le plus fort, parce qu'à Montluçon, il a fait de la moto sans moto. Et donc, il a été convoqué chez le psychiatre et il est sorti sans service militaire. Il voulait pas d'ennui. Il voulait vraiment pas d'ennui. Et je me rappelle très bien, puisque il m'avait fait faire les tests. J'avais quand même fait les 3 jours. Ouais. Et les gars m'avaient fait faire les tests. Et il m'a dit, vous voulez pas être officier? Le gars m'a dit, j'avais jamais vu ça, il y a aucune erreur. J'avais fait, parce que je trouvais ça simple, mais à l'époque, j'étais une autre personne. J'avais le cerveau qui allait à 1000 à l'heure. Maintenant, c'est terminé. Oh, vous avez fait quand même d'autres choses, et on va les évoquer à travers une autre date, le 30 juillet 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Vandel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Philippe Vandel, nous parlerons tout à l'heure du pourquoi des Jeux Olympiques aux éditions Kéro. Et on revient sur votre parcours. Donc on a connu les débuts, vous devenez ingénieur du son. Et puis, le 30 juillet 1984, c'est votre première télévision grâce à ce film. Alors, c'est une télévision assez particulière parce que c'est le tournage de Dangereusement Vôtre de James Bond. Et vous êtes là, mais pas du tout comme animateur, comme spectateur. Je suis un badaud. Et mais c'est drôle parce que c'est tellement je m'en suis souvenu parce que je sais plus où ils l'ont retrouvé. Je crois que c'était les enfants de la télé qui l'avaient retrouvé. Je sais plus quelle émission qui m'a retrouvé parce que moi je pensais que c'était complètement perdu. Et en fait, je me rappelle très bien ce que je disais où je déconstruisais le. Vous avez l'extrait ou pas? Ah non, pas. Je peux le raconter. Vu. Oui, allez-y. Je peux le raconter où je déconstruisais. Je disais c'est marrant de voir ça parce qu'en fait James Bond jamais il arriverait à faire ça. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il il sautait d'un pont, sur un bateau mouche. Ouais. Voilà. Et en fait, ça peut pas marcher. Pourquoi? Parce que dans la vraie, il pouvait pas le faire. Il y avait un cascadeur, il y avait des matelas, il y avait tout ça. C'était juste impossible, voilà. Et moi, qui ai toujours préféré la réalité à la fiction, c'est pour ça que j'aime pas les films de James Bond. Mais j'adore les films qui sont réels. Par exemple, j'adore Apollo 13. Vous l'avez vu, Apollo 13? Oui. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'est vraiment passé ça. Et la plupart des dialogues sont les vrais dialogues dans la capsule. Alors, comment vous êtes retrouvé, vous, Philippe Vandel, comme badaud dans ce film? Je m'en souviens plus. J'étais là à ce moment-là. Vous étiez là et on vous a interviewé? Voilà, comme on interviewe les gens dans la rue. J'en ai aucune idée. C'est fou. Alors, je sais même pas pourquoi j'étais là, ni ce que je faisais. Et d'ailleurs, dans ce film, il y a aussi, on l'a publié, Grace Jones.
qui interprète Médée, et c'est elle qui a fait le saut de la Tour Eiffel de 3 mètres de haut en retombant sur des cartons et des matelas. Pas évidemment, ils n'avaient pas la faire retomber pour de vrai sur ses jambes et sur ses talons aiguilles. Alors, le micro, à l'époque, c'est pas votre tasse de thé, mais je crois que la première à vous avoir conseillé de passer de l'autre côté du micro, c'est Claude Dominique. Vous l'avez connue, Claude Dominique? Oui. Ça me fait tellement plaisir. Elle était extraordinaire. C'était une femme de radio absolument dingue. Elle était productrice, on appelait ça comme ça, mais elle faisait aussi des émissions avec l'oreille en coin, avec sur France Culture et sur France Inter. Elle avait des émissions d'histoire, notamment une avec Michel Vinocq, grand historien. Et elle était prof de mise en onde à Louis Lumière, qu'on appelait Vaugirard, parce qu'à l'époque, ça avait été rue de Vaugirard. Et elle m'avait dit, mais toi, t'es pas fait pour régler des micros, t'es fait pour parler dedans. Et elle m'a présenté à Jean Garetto, qui dirigeait les programmes. Et j'ai même fait des maquettes pour Jean Garetto, pour l'Orient en coin, c'était pas fait, mais ça avait attiré l'œil ou l'oreille de Jacques Pradel. C'est comme ça que vous avez commencé chez Pradel. Exactement. Et Pradel m'a fait venir dans Adrénaline. Et alors, curieusement, Philippe Vandel, vous ne vouliez pas faire du journalisme? Ah non, pas du tout. Je trouvais que c'était des gens qui racontaient l'histoire des autres et je me disais ce qu'il faut faire, c'est vivre les histoires. Il faut vivre ces histoires. Faut pas être le gars qui raconte c'est l'homme qui a vu l'ours. Ce qui est bien, c'est d'être l'ours. Voilà. Mais Radio Nova, ça a été un apprentissage. Ah, tout a été un apprentissage. Alors tout. J'ai autant appris à France Inter qu'à Radio Nova. Je voulais que je vous dise, Oui. J'ai 61 ans, j'apprends toujours. Ouais. Mais vraiment tous les jours. Si on croit qu'on est arrivé et qu'on a le niveau, on est mauvais. Alors, Radio Nova en particulier, c'était étonnant parce que Jean-François Bizot, qui avait lancé cette radio, qui s'appelait au départ Paris Écologie, il l'avait appelé Radio Nova uniquement parce qu'il y avait un roman qu'il avait passionné, un roman de William Burroughs, qui De Burroughs, vous me l'apprenez. Je savais pas. Nova Express. Je savais pas du tout. C'est comme ça que c'est né. Je savais pas du tout. Et Voilà. cet homme était le pionnier du psychédélique, c'est pour ça que Bizot l'admirait. Voilà. Non, mais Nova, c'était vraiment super. Moi, c'est la radio que j'écoutais. C'était vraiment extraordinaire. Il y avait 2-3 bonnes radios dans Paris, et dont la meilleure était Nova. Voilà. Et aujourd'hui, il y a Sud Radio qui est la meilleure dans toute la France. Mais, on a plus de 900 000 abonnés sur notre chaîne YouTube quand même. C'est pas n'importe quoi. C'est énorme. Alors, il se trouve aussi que vous apprenez à parler dans un micro, et Bizot est très dur. C'est où ça passe ou ça passe pas. C'est-à-dire que si vous êtes pas bon, vous êtes viré. Mais tout le monde était comme ça. C'était pareil à Canal+. Il n'y avait pas d'apprentissage. On te met à l'antenne, on te lâche à l'antenne, et si tu te démerdes, tu restes, et sinon, c'est au revoir. Et on ne te rappelle plus. Alors, il se trouve aussi que vous avez vécu Actuel pendant 6 ans, et que les conférences de rédaction ne ressemblaient en rien aux conférences de rédaction des autres journaux. Chacun avait le droit à la parole, Philippe Vandel. Ça, c'est une histoire absolument géniale, dont je me sers tout le temps dans ma vie. À Actuel, c'était un peu le call-cause. Donc il y avait Bizot, il y avait Burnier, Michel-Antoine Burnier, c'était une sorte de génie ultra cultivé, hypermnésique. Il y avait Léon Mercadet, il y a plein de gens, j'en parle parce que c'est marrant, beaucoup sont morts, sont plus là pour le raconter. Et il y avait un truc dingue, c'est que c'était un peu l'autogestion. Donc tout le monde avait le droit de parler, y compris le coursier. Si le coursier avait une idée, il avait le droit de la dire. Mais il y avait une chose qui était interdite. Pas de critique sans contre-proposition. C'est-à-dire qu'on avait le droit de dire cette couve c'est de la merde, mais à condition de dire voilà ce que je propose et voilà ce qu'il faut faire. Ce titre est mauvais et moi je propose ça. Mais si on n'avait pas une proposition, on n'avait pas le droit de parler. Et ça serait pas mal qu'on fasse ça par exemple à l'Assemblée nationale. Oui. Où on n'a pas le droit de critiquer le gouvernement si on n'a pas une solution. C'est bien beau d'être contre le nucléaire, mais par contre on le remplace par du charbon. Mais non, si on met du charbon, ça augmente le CO2. Donc tant qu'on n'a pas une meilleure solution, on se tait. Et j'ai adoré cette règle. Et c'est vraiment super. Oui, et Actuel a été un immense succès. Au départ, c'était un journal un peu underground qui se parlait de jazz moderne. Bizot l'a repris et c'est devenu le journal des années 70-80. Bien sûr, c'était avec un flair absolument incroyable. Alors il faut dire aussi que c'était beaucoup plus facile. Parce que la France des années 70, la France de Giscard et ensuite où est arrivé Mitterrand, elle était extrêmement corsetée, orthonormée, pour ne pas dire rigoriste. Et donc c'était très facile de faire des trucs de ruer dans les brancards. C'est comme il était très facile, paradoxalement, c'était plus facile de faire Canal+, nulle part ailleurs, que de faire de la télé maintenant. Quand il n'y a que 6 chaînes, quand nous on arrive à Canal, enfin, ils étaient là avant moi, mais qui se tutoient à l'antenne, personne n'osait faire ça. Donc, ça fait un bol d'oxygène. Mais une fois qu'on s'est tutoyé à l'antenne, on va pas se mettre à se taper dessus, vous voyez ce que je veux dire? C'était beaucoup plus facile. Mais ils faisaient des trucs complètement dingues Actuel, il faut vraiment le dire. Et en même temps, tous vos sujets, Philippe Vandel, faisaient mouche, car vous avez fait beaucoup de papier. Alors, il faisait mouche pour une autre raison.
Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'était un super journal. Et que si le sujet ne faisait pas mouche, on le passait pas. C'est que chaque mois, on lançait 8, 10 sujets, 15 sujets, et il y en avait 7 qui passaient. Et donc, on fait que des bons sujets. Mais il y a plein de mauvais sujets que vous avez jamais lus et qui n'ont pas été publiés. Mais tant mieux. Et on apprend aussi comme ça. On apprend de ses erreurs. Puis il y a un mot du vocabulaire courant d'aujourd'hui, et je crois que vous êtes le premier à l'avoir écrit dans la presse, Philippe Vandel, c'est le mot zapping. Exactement. Et c'est là où on voit que Bizot et Actuel, c'est un journal incroyable. Et le zapping, vous voulez que je vous raconte l'histoire du zapping, ce que ça veut dire ou pas? Oui, bien sûr. Mais après, je vais vous raconter d'où c'est venu, comment ça a démarré. En fait, à l'époque, on est en 86, et à l'époque, le grand Satan, maintenant le grand Satan, c'est Internet. Mais à l'époque, le grand Satan, c'était la télévision. On disait que ça abrutissait les enfants. Et je tombe un jour sur une étude qui montre que les enfants qui changent de chaîne tout le temps, qui regardent plein de programmes, sont les meilleurs en classe. Étude canadienne, qui est complètement contre-intuitive. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On pensait que les enfants qui sont toute la journée devant la télé sont mauvais en classe. Non, c'est l'inverse. Donc, je me dis, il faut creuser ça. Et là où Bizot, et c'est vraiment un journal génial, c'est que dans n'importe quel journal d'aujourd'hui, on dit tiens c'est super, fais-moi un petit entrefilet, on va faire un quart de page. Et là Bizot m'envoie au Canada et aux États-Unis faire une étude là-dessus, et ça fait 6 pages dans le journal. Et c'est 2 semaines d'enquête aux États-Unis. Et le mot zapping est arrivé. Alors je vais raconter d'où ça vient. C'est qu'en fait, ce qui a changé la vision de la télévision, c'est l'invention de la télécommande. Et ça a changé la publicité. Avant, pour faire de la pub, on vous présentait une tasse de café, on disait « buvez ce café parce qu'il est bon ». Et pourquoi les gens subissaient ça? Parce qu'ils étaient le cul dans leur fauteuil et ils n'allaient pas se lever pour changer de chaîne. Mais une fois que vous avez la télécommande, eh ben vous changez de chaîne parce que vous savez que ça va être pénible, pour pas dire pire. Donc, les mecs ont fait, les publicitaires américains, la pub vient souvent des États-Unis, on dit on va faire des pubs contre ça, contre la télécommande. Or, ces mecs-là, qui avaient 40 ans dans les années 70, on avait 20 dans les années 50. Et dans les années 50, ils lisaient des BD d'un type qui s'appelle Buck Rogers. Oui. Et Buck Rogers, c'était un aviateur. Et dans son avion, il avait un rayon de la mort. Il appuyait et il détruisait un autre avion. Et le rayon de la mort s'appelait to zap. Et ça veut dire tuer. Et donc, les publicitaires ont dit, on va faire des pubs anti-zapping. Et donc, ils ont dit, il faut qu'on lutte contre le zapping. Il faut que quand les gens voient notre pub, ils restent. Et c'est pour ça que les pubs, maintenant, sont devenues si belles. Elles ne sont pas devenues belles parce que les gens ont dit, on veut de la beauté. C'est parce que la télécommande existe. Et voilà. Et donc, quand je raconte ça à Bizot, il me dit, mais c'est un concept formidable. On va faire un truc là-dessus. Et c'est comme ça que vous avez été le premier à parler du zapping. Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde l'emploie. Ouais, m'énervez pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas déposé le terme. Voilà. Je savais pas qu'on pouvait déposer un mot. Imaginez si j'avais déposé le mot. Là, j'aurais fait une petite concession à Canal+, et j'aurais une petite rente qui tombe. Je ne savais pas qu'on pouvait déposer des mots. Maintenant, je le sais, mais maintenant, c'est trop tard. Et malheureusement, des bonnes idées comme ça, on n'en a qu'une ou deux dans la vie. Donc, j'ai pas retrouvé de mots depuis. Et vous avez fait d'autres choses, et on va évoquer une autre date de votre parcours, le 13 mai 2004. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Vandel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Vandel. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre, Le pourquoi des Jeux Olympiques, un livre d'actualité chez Kero. On en revient à votre parcours. Alors, on a évoqué vos débuts à Actuel. Et puis, j'ai trouvé une date, le 13 mai 2004, est sorti un livre événement qui s'appelle « Je ne suis pas de mon avis ». Ouais. Et ce livre, on relève l'écart entre les paroles et les actes, et ça m'a fait penser à une chanson. Un type qui est vraiment pas beau. N'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Et pourquoi vers solitaire, quand il y a tant d'anneaux? C'est dégoûtant, n'y pensez pas, n'y pensez pas. N'y pensez pas trop pour... Chanson de Charles Trenet, n'y pensez pas trop, et qui résume votre livre parce que vous vous posez des questions que personne ne se posait, ce qui est très original. Merci de le dire. Je connaissais pas cette chanson, parce que j'ai reconnu la voix de Trenet, mais je connais pas cette chanson. C'est exactement votre livre. Mais je ne suis pas de mon avis. D'abord, la phrase est pas de moi, elle est magnifique, elle est d'Audi Berti. Oui. Et me dites pas que vous l'avez connu, Audi Berti. Non. Ah bon. Claude Nougaro l'a connu, mais pas moi. Voilà. J'adore cette phrase. Je ne suis pas de mon avis. Et là, on le voit tout le temps. Les partis qui se prétendent démocratiques, où il n'y a pas de démocratie chez eux, il n'y a pas d'élection, et c'est toujours. C'est des gens qui disent quelque chose et qui le font pas. C'est le cancérologue qui dit faut arrêter de fumer, et le gars il est à 2 paquets par jour. Mais ça lui vient pas l'idée. Un truc qui avait fait ma joie. Un jour, ils sont allés inaugurer un radar. Pour prendre les
Les automobilistes, Voilà. ouais. Et c'était un cortège officiel, il roulait à 150 C'est pour normal. aller inaugurer le radar. Mais c'est tellement génial. Alors, il faut avoir l'idée de faire un livre comme ça, Philippe Vandel. Il faut avoir la matière aussi. Mais ça, je suis un peu malheureux de ce livre parce que je vais vous faire une confidence. Je l'ai un peu raté, j'ai mis trop d'exemples. Il a trop de pages. Mais Il est trop pudding. mais en même temps, vous évoquez les paradoxes et vous avez toujours aimé les paradoxes. Ah bah c'est ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver des choses dont les autres ne parlent pas. C'est-à-dire que si je raconte l'histoire que tout le monde raconte, elle me plaît pas. Et je l'ai déjà lu. Moi, je me souviens très bien. Je vais revenir à Actuel parce que ça a été vraiment formateur. On bossait sur un sujet, je dis n'importe quoi, des ventes d'armes ou je sais pas quoi. Et bien d'un coup, Bizot disait « Ah là là, il y a 6 pages dans l'Express, on annule. » Et on faisait pas. Et dès que quelqu'un faisait un sujet, on le faisait pas. Et vous savez où est-ce que j'ai retrouvé cet esprit? Non. À Canal+. C'est on fait ce qui se fait nulle part ailleurs. Voilà. Alors justement, la télévision, d'abord, ça a commencé avec Actuel, Ouais. avec Childéric Muller sur les bons plans d'Actuel. Ah non, il n'y avait pas Childéric. Et c'est lui qui présentait l'émission sur TV6. Ah non, pas du tout. Ah, j'ai vu les séquences. Non, il était sur TV6, Oui. mais il n'était pas dans les bons plans d'Actuel. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, les bons plans d'Actuel. Alors, les bons plans d'Actuel, c'est drôle parce que je vous racontais comment je me suis retrouvé à faire cette... Parce que ça a encore rapport avec la politique. C'était vraiment drôle parce que il y avait une émission qui s'appelait... Une chaîne qui s'appelait TV6 qui était l'ancêtre de M6. Exactement. Le patron, c'était Blanc Francard, mec super, qui ensuite était patron d'Europe 1. Et il avait proposé à Bizot de sponsoriser des séries. Et Bizot a dit, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va produire une émission et on va donner notre nom. Ça a été les bons plans d'Actuel. Et il m'a confié l'émission. Et je veux dire pourquoi il me l'a confié. Parce qu'au même moment, c'était en 86, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait les manifs anti-Devaquet. Tout à fait. Voilà. La loi. La loi de Vaquet, et il y avait tous les jeunes qui étaient là-dedans. Dans la rue même. Ouais, et qui étaient là-dedans, dans cette lutte et dans la rue. Et comme j'étais le plus jeune d'Actuel à l'époque, Bizot me dit, va dans les réunions et va voir ce qu'ils ont dans le bide et va voir ce qu'on peut en sortir. Donc j'y vais, je reviens, et j'étais absolument horrifié. Parce que moi, mes parents, le père de mon père, il était épicier. Le père de ma mère, il était douanier. Et mes parents, ils étaient profs. Et il y avait la méritocratie, le mérite républicain. On fait des bonnes études, on a un bon boulot. Et les gars, ils étaient contre la sélection à l'entrée dans les facs. Mais si on est contre la sélection, c'est qu'on est pour l'ordre établi. Donc ça veut dire que le fils de notaire va être notaire, le fils d'ouvrier va être ouvrier, et le fils de cultivateur va être cultivateur. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc j'ai dit, c'est une bande de petits bourgeois, avides et accrochés à leurs privilèges, et donc ça ne m'intéresse pas. Et là où Jean-François est un mec très malin, dit OK, et il l'a filé à un autre journaliste qui a fait le sujet, avec Cohn-Bendit. Oui. Il l'a emmené avec sa moto, Cohn-Bendit revivait mai 68, Oui. et moi, il m'a filé l'émission de télé. Et là, j'en ai fait absolument ce que je voulais. Et c'est devenu tellement dingue que les gens de Canal+ m'ont repéré et m'ont appelé en disant « Est-ce que tu peux pas venir sur Canal ?» Et c'est Michel Denisot, je crois, le premier qui vous a employé. Ouais, c'est De Greff qui m'a appelé. Ah, je me souviens plus si c'est De Greff ou c'est Michel, mais c'est les deux. Et c'est Michel qui m'a fait venir dans son émission qui s'appelait Demain. Voilà. Et il avait débuté comme joker de Mourouzi sur TF1 aux 13h et Ouais. à Radio Monte-Carlo, Michel Denisot. Ça, je m'en souviens très bien. Alors, Super mec. vous proposez aussi une émission très originale, un micro-trottoir insolite, qui a surpris la chaîne, parce qu'ils étaient habitués à des choses, mais pas à ça. Alors l'idée c'était de faire une alternative, c'est de poser des questions à la con et quoi que réponde la personne, je gagne toujours. Par exemple, je demandais aux gens pourquoi dans les trains le signal d'alarme est rouge alors que dans les avions il est bleu. Vous savez ou pas? Non. Il n'y a pas de signal d'alarme dans un avion. Exactement. Vous êtes Ça allé marche. voir. Mais vous savez- Et ça a marché. Et Mais donc, quoi que dise la personne, on se marre. Exactement. Et c'est là où c'était vraiment génial. Et voilà comment j'ai fait le truc. Mais Et vous voulez que je vous raconte comment j'ai fait nulle part ailleurs avec Gildas? Oui. Attendez, juste une chose, c'est que il faut savoir qu'il y a eu un ancêtre du micro-trottoir qui était Gérard Pabio. Bien sûr, je qui me lui rappelle très bien. Et qui interviewait les gens dans la rue. Et moi, je me souviens, il demande à une dame, qu'est-ce que c'est Serge Reggiani? Et la dame répond, une nouvelle marque de pâtes. Voilà, Voilà, c'est oui. Mais moi, je l'ai fait une ou deux fois, mais c'était un peu la facilité. Oui. Je l'ai fait une ou deux fois, ça, de prendre un mot, je l'ai fait quand Gildas avait 60 ans. Et j'avais dit, il paraît qu'il est sexagénaire, et les gens disaient, voilà, si c'est pas honteux, voilà. Mais c'était un petit peu facile, et surtout, je vais dire pourquoi aussi c'était facile, c'est que j'avais déjà vu Pabio le faire. Oui. Et j'aimais pas piquer les idées des autres.
Voilà. Et il faut pas refaire ce qu'ont fait les autres. C'est comme aller à Montcuq et repasser après, c'était qui était allé? C'est Daniel Prévost. Ouais. Voilà. C'est trop facile d'y aller. C'est non, c'est trop pourri. Donc vous êtes original, Philippe Vandel, et vous arrivez donc à Nulle part ailleurs. Alors, je vais raconter ce qui s'est passé. De Greff me dit, j'étais donc dans l'émission de Denisot, et Alain De Greff, grand Manitou des programmes, me dit, est-ce que tu n'aurais pas une idée pour Nulle part ailleurs la saison prochaine? Et je dis, mais moi je suis pas un comique, De Caunes il est drôle, les Guignols sont drôles, Moustique c'est drôle, mais moi je suis pas un humoriste. Et De Greff me dit, non, tu vas pas nous faire rire, tu vas mettre à l'antenne ce qui toi te fait rire. Je dis d'accord. Et je réfléchis, et je trouve cette idée de montrer l'absurdité de la vie. L'idée, je me rappelle toute ma vie, je crois que j'ai jamais raconté ça. De Greff me dit, ouais, j'ai une super idée, je dis, si tu veux, je te raconte tout à l'heure. Il me fait, non, je peux pas, demain matin. D'accord. En vrai, j'avais aucune idée. Donc je dis, putain, il faut que je trouve au moins 2, 3, 4 idées jusqu'à demain. Je rentre chez moi. Chez moi, dans le hall de là où j'habitais, il y avait des prospectus d'un club de célibataires. Et il y avait marqué « C'est sympa d'être célibataire ». Et on voyait un mec et une nana bras dessus, bras dessous. Et je me dis, cette pub est complètement con, puisque s'ils vont dans un club de célibataires, une fois qu'ils se sont rencontrés, ils sont plus célibataires. Donc c'est pas sympa d'être célibataire. Parce que si c'était sympa d'être célibataire, on le resterait. Donc je me dis, cette pub est débile. Donc je trouve ça, j'ai l'idée du micro-trottoir et je tourne le truc. Je fais le montage, De Greff voit ça, et il me dit, c'est vraiment super. Bon. À la suite de quoi, j'ai plus de nouvelles. Et je vois le mois de juillet qui approche et personne me rappelle. Donc j'appelle De Greff, je dis alors, il me dit écoute, Philippe Gildas, il a vu ton truc, mais il y croit pas tellement. Je dis merde. Et il me dit il croit pas que ça va durer. Je dis quand est-ce que tu le vois? Ben, il me dit il est en Corse là. Il me dit mais je le vois, il vient une journée pour dîner. Je dis je viens dîner avec vous. Il me dit oh, tu vas pas dîner. Mais il me dit viens pour le café. Donc je viens pour le café. Je m'en rappelle toute ma vie. Je suis arrivé à vélo, en Bermuda, au mois d'août, genre le 3 août, avec Gildas, que je connaissais pas. C'est la seule fois où on s'est vous voyez. Et il me dit, ah, c'est super votre truc, mais comment vous allez faire pour vous renouveler? Alors je lui dis, Nulle part ailleurs, vous faites ce qui se fait nulle part ailleurs? Il me dit oui. Et je dis, vous essayez de surprendre tous les jours? Il me dit oui. Je dis donc tous les jours faites la même chose, puisque la veille vous avez déjà surpris, donc vous avez surpris. Il me dit oui. Je dis donc, si vraiment vous voulez surprendre, il faut rediffuser l'émission de l'avant-veille. Il reste complètement scotché, il met la main sur celle de Greff et il dit « Je le veux avec moi en plateau ». Et c'est comme ça que vous avez voilà, débuté. j'ai dit « Allez, salut ». Et c'est voilà. Parti. Voilà. Et votre carrière est partie comme ça. Alors, vous avez fait tout ce qui était possible et imaginable, y compris ce qui a plu aux messieurs, sans le dire, le journal du Hard. Et aux dames. Sauf qu'elle le disait pas. Voilà, exactement. Sauf qu'elle le disait pas. Vous savez, on avait les chiffres. Hein. C'était 55-45 entre les hommes et les femmes. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de femmes qui le regardaient. La grosse différence, c'est qu'elles n'avaient pas le droit de le dire. Déjà, vous savez, dans les années 70, il y avait un soir une projection à la Cinémathèque de l'histoire du film bleu, annoncé nulle part à 22h30. Qu'est-ce que c'est le film bleu? C'était les films X. Ah, on dit les films bleus? Oui, on disait ça. Je viens d'apprendre un truc. Voilà. Et il se trouve que ce soir-là, bon, je suis allé faire le reportage avec Philippe Bouvard, et il y avait le tout Paris caché dans les forêts de la Cinémathèque qui n'osait pas dire qu'il était là. Ben, ça m'étonne tellement pas. J'avais fait, moi, je vous ai dit, j'aime beaucoup les maths. Et j'ai fait un calcul connaissant les audiences. Les gens qui disent « Ah, je t'ai vu au journal du Hard » et je suis tombé dessus par hasard. Ouais. Vous savez la probabilité qu'on a de tomber dessus par hasard? 5 minutes un mardi soir à 2h du matin, avec l'audience de Canal+, une chance sur 38 000. Alors, il se trouve que vous avez posé vos conditions pour faire ce programme, Philippe. Il y avait 2 conditions. La première condition, c'est moi qui écris tout. Oui. Pas d'auteur, parce que dans les autres émissions, il y avait des auteurs. Et s'il y a une image que je récuse, qui me déplaît, je la récuse sans même me justifier. Voilà. Et je le regrette pas. Et ça a marché, et on vous a jamais attaqué, alors qu'à l'époque, c'était quand même assez tabou. Oui et non, parce que paradoxalement, les années 90 étaient beaucoup plus libres qu'aujourd'hui. Il y a plus de tabous maintenant que dans les années 90, les femmes avaient les seins nus sur les plages. Vraiment, le puritanisme est revenu. Il y a eu une sorte de vague de liberté
années 80, années 90, avec une fenêtre qui s'est refermée avec les années 2000. C'était moins tabou que maintenant. Et puis vous êtes aussi un pionnier, Philippe Vandel, des émissions médias. Parce que années 60, il y avait au-delà de l'écran de Jean Nohain, ensuite il y a eu micro et caméra, et ensuite il y a eu Philippe Vandel. Non. Il y a eu des très très bonnes émissions médias. Mais c'était pas autant à la mode que lorsque vous êtes arrivé. Non, je suis pas d'accord avec vous parce que il y avait Delarue qui avait une très bonne émission qui s'appelait Mon œil. Oui. Il y a eu Pascal Clark qui a fait des très bonnes émissions. Non, il y a eu des très très bonnes émissions. Mais vous avez médias. innové avec des reportages sur les médias. C'est vrai aussi, mais enfin, j'ai toujours essayé de faire un tout petit peu différent. Mais il y a eu des très très bonnes émissions médias et j'oublie pas Télé Plus qui avait été présenté par Michel Denisot, Télé Dimanche, et Marc-Olivier Fogiel qui a fait Télé Plus, qui étaient des très très bonnes émissions médias bien avant moi. Et il faut dire aussi que vous avez une maladie très particulière, vous êtes prosopagnostiqué. Je vous n'arrivez pas à le dire, je vais le dire pour vous. Prosopagnosique. C'est quoi ça? C'est que je ne reconnais pas les visages. Alors vous, je vous reconnais parce que, en gros, la prosopagnosie, c'est le fait que, alors je m'empresse de le dire, ça n'a rien à voir avec la mémoire. C'est que vous avez l'impression que tous les gens se ressemblent. Donc par exemple, si demain vous changez de lunettes, ou si vous mettez une perruque, je vous reconnais pas. Et il y a des gens beaucoup plus atteints que moi, le summum étant des gens qui ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Alors vous allez me dire comment on se reconnaît pas soi-même, parce que quand on se rase, on voit qu'on est soi-même, ou quand on se coiffe. Eh bien, c'est des gens, vous leur mettez une photo d'équipe de foot, et ils savent pas dire où ils sont. Ils reconnaissent pas leur propre photo. Moi, il faut que j'ai vu les gens une trentaine de fois, et c'est très 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 préjudiciable. Et c'est venu comme ça se c'est pas tout. Mais il y a des gens, alors je veux dire, il y a des gens qui sont anosmiques, c'est-à-dire qui ont pas l'odorat. Il y a des gens qui ont aucune mémoire des noms. Vous en connaissez peut-être. Il y a des gens, c'est une maladie, on n'y est absolument pour rien. François de Closet est comme ça, qui est quelqu'un de très cultivé, qui n'ont pas l'orthographe, qui ne savent pas. Napoléon n'avait pas l'orthographe, alors qu'on peut tout dire de Napoléon, sauf qu'il était bête. Et il y a des gens, il y avait le fils de Didier Locoud qui avait ça. C'est des manques de connexion dans le cerveau. Il n'entend pas la note juste, donc il chante faux. Sans se rendre compte que c'est faux. Ben moi, c'est juste que je reconnais pas les gens, mais il y a beaucoup de gens. Bruno Patino, le patron d'Arte, est comme ça, et Brad Pitt aussi, Thierry Lhermitte. On est une petite confrérie de gens prosopagnosiques, mais c'est vraiment très difficile. Hein. En tout cas, on reconnaît votre talent et on va en parler avec ce livre sorti le 17 avril 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Vandel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Vandel. On a appris votre parcours depuis vos débuts, parcours assez étonnant. Et le 17 avril 2024 est donc sorti Les pourquoi des Jeux Olympiques. Alors, les pourquoi, c'est devenu votre spécialité, Philippe Vandel. Merci beaucoup. Ça aussi, c'est un truc que j'ai inventé. Alors maintenant, ça a été beaucoup repris. Oui. Quasiment toutes les radios ont leur émission de pourquoi, mais je suis très content. C'est venu, j'ai commencé, c'était à Radio Nova. Et l'idée m'était venue parce qu'il y avait plein de pourquoi pour les enfants, mais pas pour les adultes. Et je me suis dit, mais pourquoi on fait pas pour les adultes? Donc le pourquoi c'est pour les enfants, c'était pourquoi il fait noir la nuit. Voilà, pour les enfants. Ou pourquoi l'éléphant a une trompe. Ou pourquoi les moustiques piquent. Et moi, j'ai fait la même chose, mais pour les adultes. Voilà. Et parce que finalement, dans la vie, on se pose des questions, mais on n'a pas le temps de chercher la réponse. Alors, je vais dire un secret de fabrication. C'est que les pourquoi, c'est pas des émissions de questions, c'est des émissions de réponses. C'est qu'en fait, c'est parce que j'apprends un truc, je me dis, waouh, ça va faire un bon pourquoi. Vous voulez un exemple? Oui. Une de mes histoires que je trouve le plus géniale, c'est pourquoi Michel-Ange a peint le plafond de la chapelle Sixtine. Vous savez ou pas? Non. C'est une histoire absolument dingue. Le pape, j'ai oublié lequel c'était, c'est Clément Ier ou j'ai oublié, appelle Michel-Ange parce qu'il veut peindre la chapelle Sixtine. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne peignait pas le plafond des chapelles. Et donc Michel-Ange arrive à Rome, voit le pape, et il dit d'accord, il lui présente le truc, et il décide de faire les peintures qu'il a faites. Et il se trouve qu'au bout de quelques mois, donc Michel-Ange vient là, il a ses équipes, ses assistants, je ne sais plus comment on appelait ça, et le pape, c'est comme si le pape le recontacte, et il dit on a un problème, c'est qu'on a un dégât des eaux. Et Michel-Ange, et donc l'eau goûtait par le plafond. Et donc Michel-Ange dit on ne peut pas repeindre, ça va se voir. La seule façon pour que ça ne se voit pas, c'est de peindre des nuages. Parce qu'il se trouve que la forme des nuages, c'est un peu la forme des taches. Il peint des nuages, et là, il a l'idée de peindre des personnages. Et c'est comme ça que c'est né. Voilà. Mais donc, je me pose pas toutes les questions en me disant pourquoi. Et quand j'entends cette histoire de dégâts des eaux, je me dis waouh, mais quel pourquoi génial. Et voilà. C'est comme dans ce pourquoi, j'ai fait pourquoi le drapeau de la Grèce est bleu et blanc. Oui. Vous alliez m'en parler ou pas? Allez-y.
c'est une histoire géniale parce que quand vous allez sur le site officiel de l'ambassade de Grèce, il vous dit oui, c'est les couleurs du soleil et il sous-entend que c'est les couleurs des maisons blanches de Grèce. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. Ça vient de l'histoire de l'unité grecque. Et la Grèce a été envahie plein de fois, aussi bien par des Occidentaux que par les Ottomans, etc. Et un jour, il y a une coalition, je crois que c'était les Français, les Anglais et les Russes, les Anglais et les Allemands. Il y a une coalition et qui décide de mettre un roi à la tête de la Grèce. Et ce roi, c'est Othon Ier. Et Othon, il vient de Bavière. Et les couleurs de la Bavière, c'est le bleu et le blanc. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous dire quelque chose. BMW, ça veut dire Bayerische Motorwerk, c'est-à-dire fabrique de moteurs de Bavière. Et le bleu et le blanc, c'est les couleurs de BMW qui sont exactement les mêmes que celles de la Grèce. Alors, et là, je me suis dit, waouh, voilà un bon pourquoi. Voilà, justement, ce livre que vous faites, les Pourquoi des Jeux Olympiques, qui est d'actualité, vous avez eu une énorme documentation, car c'est beaucoup de travail en amont. Alors, j'ai été aidé. La doc, je cherchais des trucs, on m'a aidé pour la doc. J'écris tout, mais parfois je me fais aider parce que c'est impossible. Sinon, il y en a 75, pim, on peut pas les sortir comme ça. Et tout doit être vérifié. Oui, en même temps, il faut se poser les bonnes questions. D'abord, pourquoi les Jeux Olympiques ont lieu tous les 4 ans? Alors, c'est une histoire que je trouve tellement géniale parce que moi aussi, je pensais que... Enfin non. La première réponse, c'est les Jeux Olympiques ont lieu tous les 4 ans, à la demande de Coubertin. Le premier, c'était 1896, les Jeux Olympiques modernes, parce qu'ils avaient lieu déjà tous les 4 ans. Mais pourquoi avaient-ils lieu tous les 4 ans? Parce que les Grecs comptaient pas le temps comme nous. Ils comptaient pas en années, ils comptaient en olympiades. Et quand vous aviez un gamin de 8 ans, eh ben vous aviez un gamin qui avait 2 olympiades. Et une olympiade, c'était 4 ans. Voilà. Et je trouve ça absolument complètement dingue. Et donc voilà pourquoi on le fait toujours. Parce que ça aurait pu être 3 ou ça aurait pu être 5. Et dans ce livre, Les Pourquoi des Jeux Olympiques, Philippe Vandel, vous expliquez aussi, et c'est d'actualité, qu'à une époque, les femmes n'avaient pas le droit de citer sur les stades. Mais non. Alors, les stades, j'en sais rien. Dans le stade olympique, oui. Les célibataires n'avaient pas le droit d'y aller. Il n'y avait que les femmes mariées. Ah, moi, non, c'est l'inverse. Les femmes mariées n'avaient pas le droit d'y aller. Les célibataires avaient le droit d'aller parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les athlètes étaient complètement nus. Y compris les entraîneurs. Tout le monde devait être nu dans le stade, qui est quand même complètement fou. Et vous savez qu'il y avait aussi des contrôles antidopage. Ah bon? Il y avait un mec à l'entrée, avant les compétitions, il y avait un type qui était là, et on devait lui souffler son haleine à la figure, et il reniflait pour voir si vous avez bu de l'alcool ou non. Parce que l'alcool, c'est un dopant. Et est-ce que vous savez qui était la première femme qui a gagné aux Jeux Olympiques une médaille d'or? Du tout. C'est une tenniswoman britannique, Charlotte Cooper, qui en 1912 à Stockholm a gagné cette médaille. Bon, voilà. Alors en même temps, il en fallait une, mais voilà. Mais les femmes, vous en parlez beaucoup dans ce livre, notamment vous expliquez pourquoi sur les bicyclettes la barre est différente pour les hommes et les femmes. Alors c'est un truc très sympa et assez machiste et assez dégueulasse. Parce que les vélos de femmes, de moins en moins, ont la barre plus bas. C'est pas le cadre tel qu'on le connaît en losange des garçons. Et en fait, c'était qu'au début, les hommes étaient en pantalon et les femmes étaient en jupe. Et on voulait pas demander aux femmes de soulever haut leurs jambes pour qu'on voit leurs culottes, enfin qu'on voit sous les jupes. Mais là où c'est complètement dingue, c'est que maintenant les femmes sont plus en jupe, en tout cas rarement. Et il y a toujours des vélos de femmes. Et là, on arrive à ce qu'on appelle la taxe rose. C'est-à-dire on fait payer plus cher un vélo pour les femmes. Et ça n'a rien à voir avec la taille, puisqu'il y a plein de femmes qui sont aussi grandes que certains coureurs. Voilà. À propos de vélo, d'ailleurs, il y a une taille de chaussettes limitée pour les champions cyclistes. Personne ne le sait. Alors ça, c'est un truc qui a fait ma joie. C'est extrêmement réglementé. Là, il faut lire parce que c'est très, très, très précis avec la distance à la malléole. Parce qu'en fait, ça aide à entrer dans l'air, aux vitesses à laquelle ils vont. Si vous roulez pendant 200 km avec des chaussettes plus hautes, vous êtes avantagé. Pas de beaucoup, mais si vous êtes avantagé de 30 secondes sur 200 km, vous pouvez gagner une course pour 30 secondes. Et donc, il faut qu'ils aient tous les mêmes chaussettes. Alors, il se trouve que j'ai aussi retrouvé la première chanson qui parle du sport. Le sport, c'est la vie intense, sous un ciel d'azur. André Dassari, en 1937, qui était chez Ventura, qui a fait le sport. Et pourquoi il a fait cette chanson? Parce qu'il était premier prix de chant d'opérette et d'opéra comique à Bordeaux, et il a été master professionnel, et il a accompagné l'équipe de France aux Jeux mondiaux universitaires de 1937 à Paris. Incroyable. Et c'est la première fois que le mot sport en chanson arrive dans une chanson. Exactement. Ouais. Incroyable. Alors, il y a une autre chose étonnante, justement, à propos de Pierre de Coubertin. Il a été le premier à pleurer après une victoire. Ah oui.
je raconte pourquoi on pleure après une victoire. Oui. Mais là, c'est un petit peu long de détailler. C'est pourquoi toutes les émotions s'entremêlent dans le cerveau. C'est étonnant. J'adore cette histoire. Et puis, en fait, il y a aussi les nageurs qui ont des lunettes et surtout qui ont deux bonnets. Vous voulez que je vous raconte pourquoi? Oui. En fait, les nageurs, d'abord, il faut avoir des lunettes. Je raconte ça parce que sinon, on voit. Si vous mettez pas de lunettes, vous voyez flou sous l'eau, donc vous voyez pas où sont vos adversaires, donc ça aide vraiment. Et maintenant, les mecs mettent 2 bonnets parce que le premier sert à être aérodynamique et le deuxième sert à caler les lunettes pour être sûr de ne pas les perdre. Mais il y a quand même 2 écoles. Il y en a quand même qui mettent qu'un seul bonnet et il y en a qui mettent pas de bonnet parce que c'est aussi autorisé. Mais tous mettent des lunettes. Il se trouve aussi qu'il y a une chose qu'on entend régulièrement, et on l'a encore entendu à Roland-Garros voici quelques jours. Bon, il y a les cris des champions. John McEnroe était un maître en la matière, mais il y a aussi les cris des joueurs ou des joueuses quand ils lancent une balle. Ah oui, et en fait, maintenant, ça va être... ce que je raconte, c'est que plus on crie fort, en fait, on est vraiment aidé par le fait de crier parce que ça libère de l'énergie. Ça n'a rien à voir avec les chakras. C'est que vos poumons, tout part en même temps. Les poumons se resserrent, se contractent en même temps que les muscles. Mais ce bruit-là gêne. Et donc maintenant, c'est limité à Roland. Non, c'est à Wimbledon. Ils avaient inventé, j'ai oublié le nom de la joueuse qui faisait tellement de bruit. Je sais plus, c'est pas Monica Seles. Ils avaient mis Monica Seles. Oui. C'est Monica Seles. Ils avaient fait un sélessomètre et elle crie tellement fort. Mais c'est vrai que ça aide vraiment de crier. Hein. Mais on dit aussi que lorsqu'il y a du silence sur un stade, sur un court, le cri permet à l'adversaire de ne pas sentir le coup droit qui vient de partir et de la balle. Il y a ça aussi, ouais. Et donc on masque le coup parce qu'on ne sait pas trop comment ça va partir si on le fait en même temps. Alors il y a le football aussi dont vous parlez dans ce livre, les pourquoi des Jeux Olympiques. Je rappelle, juste un mot, le football est sport olympique. Exactement. Et vous évoquez vous expliquez que les Grecs et les Romains jouaient déjà au football. Ah bah il y a très très longtemps. Ouais, alors. Les Grecs, on ne sait pas trop. Il y avait la soule qui était en France et en Italie, c'est archi connu, c'est le calcio. Mais du coup, c'est resté. Les Italiens disent toujours le calcio. Et puis, il y a une chose étonnante, on voit souvent un joueur de football, quand il a marqué un but, enlever son maillot, c'est totalement interdit par le règlement. Oui, alors que ça paraît complètement idiot, puisqu'on se dit, qu'est-ce que ça peut faire? Et en fait, c'est interdit par le règlement parce qu'ils ne veulent pas de message politique. Imaginez, par exemple, là maintenant au JO qui arrive, si quelqu'un soulevait son maillot et il est marqué libérer les otages ou libérer Gaza. Oui. Et ils veulent pas de sujet politique, donc voilà pourquoi c'est puni d'un carton jaune. Mais c'est vraiment la faute bête. Voilà. En même temps, ce sont les Brésiliens, je crois, qui ont inventé le dribble. Ouais. Vous voulez que je vous raconte comment ils l'ont inventé? Ouais. C'est une histoire tellement géniale et horrible en même temps. C'est que au Brésil, c'était les Blancs qui ont amené le jeu du foot et il y avait plein d'anciens esclaves portugais ou pas qui venaient d'Angola ou de Mozambique qui étaient là et qui jouaient au foot avec eux. Et c'était une des premières sociétés multiraciales, le Brésil, et on tolérait les métis, enfin les gens qui avaient la peau noire. Les Blancs étaient racistes. Je ne vais pas dire le mot parce que je n'ai pas envie d'être méprisant. Et simplement, ils se sont rendus compte que quand ils touchaient les Blancs, il y avait tout le temps une faute contre eux. Donc, ils ont eu l'idée de les contourner avec le ballon. Et c'est ainsi que le dribble a été inventé. Et maintenant, tout le monde joue avec le dribble. Alors, on apprend beaucoup de choses dans ce livre, Philippe Vandel. Et il y a le rugby qui est cher à Sud Radio, puisque c'est la station du rugby. Ben oui. Et j'ai découvert dans votre livre qu'il y a un petit boîtier sous un maillot depuis quelques années. Ah mais vous n'avez jamais fait attention à ça? Non. Ils ont le petit boîtier et ça sert à savoir où ils sont, ce qu'ils font. Et comme ça, on peut faire des statistiques. Mais c'est horrible, parce que maintenant, il n'y a plus de mecs qui peut dire « Ouais, j'ai beaucoup couru ». On sait qui a couru, combien de temps et où il était et comment on place les mêlées. Et puis, il y a le mot « essai », dont vous expliquez l'origine, Philippe Vandel. Oh là là, vous me faites raconter plein. Alors, je vais vous dire, c'est un exercice... Je vous ai dit que j'étais prosopagnosique, mais heureusement que je suis hypermnésique. Oui. Parce que le livre, je l'ai écrit en mars, vous me les faites tous sortir comme ça. Bah, moi, je l'ai lu hier. Ouais. Ah oui, mais moi, la dernière fois que je l'ai relu, j'ai relu les épreuves, c'était en mars, et la dernière fois que je l'ai lu. La question, c'était quoi? Je l'ai déjà oublié. La question, c'est d'où vient le mot « essai ». Ah, c'était... en fait, le rugby, à la base, le premier jeu, c'était le foot. Et il fallait taper, il y avait des cages, et il fallait taper avec le pied dans les cages. Et dans la petite ville de Rugby, c'est dans un collège, il y en a un qui en a eu marre, ils n'arrivaient pas à mettre 2 buts, il a pris le ballon et il est parti avec, il l'a mis comme pour blaguer. Et son prof a dit « nice try », ça veut dire en gros « c'est bien essayé ». Et ça veut dire « bon essai ». Et du coup, ils ont dit « tiens, on va appeler ça un essai ». Et ils ont eu l'idée de faire que quand le mec mettait un essai, on avait le droit de taper. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé la pénalité. Mais au lieu de la taper bêtement, il fallait qu'elle passe au-dessus des poteaux. Voilà comment ça a été inventé dans la ville de Rugby. Voilà, et ce garçon s'appelait William Webb Ellis.
Je l'avais oublié. Voilà. Mais si c'est dans mon livre, c'est que c'est vrai. Je suis sûr. Et puis les pantalons de golf, parce que les pantalons de golf, on les connaît grâce à Tintin, Ouais. sauf dans le dernier Tintin et les Picaros, où il a un pantalon normal, ce qui a fait un scandale. Ah, je me souviens pas de ça. Ah si. Ah, je vous crois, faut que je regarde ça, mince. Et là aussi, le pantalon de golf, c'est quelque chose de précis, ça évite la triche. Il faut raconter exactement, parce qu'en fait, le pantalon de golf, c'est un pantalon qui est, je raconte pour qui ne voit pas, c'est ramassé, c'est comme s'il était resserré à la chaussette. Ouais, on a tous lu Tintin, on en a tous vu. Voilà. Et l'idée, c'est simple, c'est que comme ça vous évite de tricher, parce que sinon, si vous avez un pantalon normal, vous ouvrez votre poche, vous mettez une deuxième balle. Qu'est-ce qui ressemble plus à une balle de golf qu'une autre balle de golf, et vous faites tomber la balle à l'endroit où vous voulez qu'elle soit. Et donc là, on ne pouvait plus tricher, on ne pouvait plus mettre la balle où on veut. Maintenant, c'est fini, puisque maintenant, les grands matchs, c'est filmé, on ne peut plus tricher. Mais voilà d'où viennent les culottes de golf. Mais quelle recherche et quelle idée, parce que finalement, vous êtes un sportif vous-même à part faire du vélo. Oui, j'ai joué au foot jusqu'à l'âge de 40 ans. Après, j'ai arrêté. Après, on s'abîme trop les genoux. Ouais. Il faut pas. Moi, je marche 10 000 pas par jour et au moins 1 heure de vélo par jour. C'est ce qui vous permet d'être en forme et de continuer comme ça. Exactement. Mais pour vous dire, je note tout le temps des pourquoi. Si là, en venant ou en repartant, j'apprends un truc, je vais tout de suite le noter. J'ai je sais pas combien de notes. Je note tout le temps. Et on parlait de ce livre, Je ne suis pas de mon avis. J'ai dans mon bureau, à la maison, plein de boîtes. Et j'ai tout le temps la boîte, Je ne suis pas de mon avis. Et que je continue à nourrir et à enrichir. Mais moi, je vais ouvrir une boîte avec pourquoi il faut lire les pourquoi des Jeux Olympiques de Philippe Mandel, parce que c'est un livre passionnant et d'actualité. Et en plus, vous l'écrivez et vous l'avez raconté avec tellement d'humour et de passion. Continuez Merci comme beaucoup. ça. Merci Jacques Plessis. Je comptais pas m'arrêter, mais vos encouragements me vont droit au cœur. Eh bien, merci et à bientôt. Les Merci clés d'une beaucoup. vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.